Bonjour et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette édition. L'état d'urgence va être prolongé de 3 mois. François Hollande l'aurait confirmé aux parlementaires communistes lors de ses consultations sur la révision constitutionnelle. Le chef de l'État a reçu cet après-midi les chefs de parti, dont Nicolas Sarkozy. Selon l'ancien président, les Républicains sont décidés à voter tout ce qui renforcera la sécurité des Français, qui doit être une priorité incontournable. Le détail à suivre. La généralisation du tiers payant en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. Une disposition pas assez encadrée pour les complémentaires santé selon les sages. De son côté, l'exécutif minimise et promet un système qui deviendra un réflexe. Décryptage et débat dans cette édition. Dernier jour de l'examen du projet de loi pour la biodiversité au Sénat, avant le vote du texte mardi prochain. Cet après-midi, les sénateurs ont débattu de l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. On fera le point dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste Tam Tranui, salle des conférences. Alors que l'examen du projet de loi, je vous le disais, sur la biodiversité se poursuit en séance. Vous le voyez sur ces images de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Comment en sortir à la tête haute du débat piégé sur la déchéance de la nationalité? François Hollande a achevé aujourd'hui ses consultations en recevant les responsables de partis, dont Nicolas Sarkozy, mais aussi les présidents des groupes parlementaires. Alors que la révision constitutionnelle arrive en discussion le 5 février à l'Assemblée nationale et le 16 mars au Sénat, Mounir Soussi. Un soutien sous condition. Nicolas Sarkozy ne relâche pas la pression sur le contenu de la réforme constitutionnelle. Il veut notamment faciliter les assignations à résidence et étendre la déchéance de nationalité aux auteurs de délits terroristes. Nous avons donc dit très clairement que nous étions disposés à voter la réforme de la Constitution si cette réforme était clairement centrée sur la question de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et sur la question du retrait de la nationalité pour les binationaux. Le président des Républicains souhaite que cette sanction ne s'applique qu'aux binationaux, une position différente de ses alliés centristes. L'UDI plaide pour une application à tous les Français pour éviter des discriminations. Le président de la République a clairement évoqué le terme de déchéance de nationalité. Nous l'avons d'ailleurs alerté, comme je le disais, sur le fait que ce qui a été prononcé à Versailles, applaudi par la quasi-totalité des parlementaires français, même ceux qui aujourd'hui dénoncent entre guillemets cette mesure, doit être respecté devant les Français. Un avertissement alors que ce débat agite la gauche. Le patron du PS a rappelé les lignes rouges à ne pas franchir. Nous avons indiqué que pour toute déchéance, il était nécessaire que celle-ci ne pose pas le problème d'une séparation entre les Français et qu'il n'y ait point d'apatridie. Tous les responsables de parti auront plus d'éléments mercredi. Les projets de réforme pénale et les lois d'application de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité seront présentés en Conseil des ministres. Et puis on vient de l'apprendre par la voix de Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris et secrétaire national du parti. Eh bien, l'état d'urgence devrait être prolongé 3 mois. Une décision qui intervient alors que le Conseil d'État a suspendu pour la première fois une assignation à résidence. Et dans une tribune publiée aujourd'hui dans le Figaro, 40 parlementaires, les Républicains, expliquent pourquoi ils ne voteront pas la révision constitutionnelle. Parmi eux, Hugues Portelli, sénateur du Val-d'Oise, on le retrouve tout de suite aux côtés de Tam Tranui. Oui, Hugues Portelli, alors pourquoi ne voterez-vous pas la révision constitutionnelle? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas utile, fondé en droit, ou bien est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas servir le projet de François Hollande? Ou bien les deux? On va dire les deux. Mais je pense que la raison principale, c'est que les dispositions en question n'ont pas besoin d'une révision constitutionnelle. Il suffit de s'appuyer sur les textes législatifs et éventuellement de les durcir. Mais de là à passer par la voie de la Constitution, c'est absolument superfétatoire. Dans cette tribune, vous dites que c'est également dangereux. Pourquoi? Écoutez, le problème, c'est que de toute façon, les personnes qui seraient éventuellement visées par ce genre de condamnation s'en moquent éperdument. Et donc, par contre, on donnera un mauvais signal vis-à-vis des populations qui sont tout à fait respectueuses du droit français, qui vivent normalement sur notre territoire, et qui trouveront quand même discriminatoire le fait de frapper des binationaux. Vous ne voulez pas servir le projet de François Hollande, mais pas non plus celui de Nicolas Sarkozy, qui a encore redit aujourd'hui qu'il était favorable à la révision si elle comprenait la déchéance de constitutionnalité pour les binationaux. Écoutez, encore faut-il qu'elle le comprenne, et pour le moment, on n'en va pas dans cette direction. Donc moi, je m'en tiens à ce qui est
qui a été présenté comme l'objectif du gouvernement. Je pense que cet objectif-là n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle pour être atteint. Autre sujet, Hugues Portelli, jusqu'il y a peu, vous étiez membre de l'Observatoire de la laïcité. Vous avez démissionné, tout comme dernièrement Françoise Laborde ou encore Jean Glavany. Pourquoi ? Nos démissions ne sont pas du tout liées, puisqu'en ce qui me concerne, j'avais démissionné au mois de novembre dernier, avant que toute cette polémique n'enfle. J'avais démissionné premièrement parce que le fonctionnement de l'Observatoire ne me paraissait pas très satisfaisant. Et puis deuxièmement aussi parce que c'est vrai qu'il était pas mal perturbé par des affrontements entre les différents camps laïcs dont je ne faisais pas partie. Est-ce qu'il y a deux camps laïcs pour vous? Une laïcité offensive, intégriste, a dit Jean-Louis Bianco à propos de celle de Manuel Valls. C'est une laïcité droit de l'homiste, entre guillemets, plus apaisée, représentée par Jean-Louis Bianco? Écoutez, c'est un peu compliqué. Parce que la bataille, elle est très quadrangulaire, si je puis dire. Il y a d'une part un affrontement sur la conception qu'on peut se faire de la laïcité, et puis il y a visiblement un affrontement entre des personnalités qui n'appartiennent pas aux mêmes obédiences et qui n'ont pas forcément des sympathies réciproques. Très rapidement, est-ce que vous auriez signé la tribune signée par Jean-Louis Bianco, qui était une tribune contre le terrorisme, mais aux côtés de certains organismes proches des frères musulmans? C'est ce que Manuel Valls a reproché à Jean-Louis Bianco. Écoutez, je ne signerai jamais de tribune ni avec Jean-Louis Bianco ni avec Manuel Valls. Merci beaucoup, Hugues Portelli, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. Et puis, sachez que, interrogé par la BBC sur l'état d'urgence, Manuel Valls a estimé qu'il pourrait être prolongé jusqu'à ce que Daesh soit éradiqué. Le préfet du Var a annoncé avoir pris un arrêté autorisant l'ouverture à titre provisoire de la mosquée de Fréjus, alors au cœur depuis plusieurs mois d'un conflit entre l'association qui la gère et la municipalité. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec David Racheline, sénateur-maire Front National de la ville. Bonjour. Alors, nous avons un problème technique. Nous reviendrons un peu plus tard vers David Racheline. Dans le reste de l'actualité au Sénat, un plan de soutien à la Tunisie d'1 milliard d'euros sur 5 ans. C'est une annonce de François Hollande. Écoutez, à ce propos, eh bien, la réaction du Premier ministre tunisien, Habib Essid, qui était aussi reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher, alors que la contestation sociale monte en Tunisie. On écoute donc le Premier ministre. Oui, ça entre dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Nous avons une coopération très, très ancienne. Nous sommes dans la Tunisie est maintenant une jeune démocratie et elle a besoin d'être soutenue par tous ses amis. Et cette coopération et ce renforcement de la coopération au niveau économique va améliorer les relations entre nos deux pays. En plus de soutien, disons, économique aussi, nous avons discuté lors de l'entretien que j'ai fait avec le président de la République, avec le chef de gouvernement, comment renforcer les relations au niveau sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme surtout. Et là, nos points de vue convergent. La généralisation du tiers payant censurée par le Conseil constitutionnel. Il a été jugé contraire à la liberté de choix, à la grande satisfaction des médecins vivement opposés à cette mesure. Julie Hulin. Manifestations, grèves, menaces. En 2015, le tiers payant généralisé a mobilisé de nombreux professionnels de la santé opposés au projet de loi de Marisol Touraine. À l'initiative du groupe Les Républicains, une centaine de parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel. Hier soir, les sages ont rendu leur avis. Le tiers payant ne sera obligatoire que sur la partie remboursée par la sécurité sociale. L'avance de frais pour les complémentaires n'étant pas, selon eux, suffisamment encadrée par la loi. Concrètement, les médecins pourront eux-mêmes choisir d'appliquer le tiers payant généralisé ou de réclamer la part correspondant au complémentaire, soit 6,90 € sur une consultation de 23 €. Ce matin, alors que les syndicats de médecins parlent d'une victoire, les complémentaires, toujours aussi déterminés, en appellent à leur bonne volonté dans l'intérêt des patients. Les conséquences de cette décision sont finalement assez simples. Il n'y a plus d'obligation pour les médecins. Donc ils ont une nouvelle responsabilité. Ils doivent proposer à leurs patients le tiers payant, y compris sur la part complémentaire, dès lors qu'on aura mis à leur disposition des outils simples qui ne provoquent pas de surcroît de travail et qui répondent à leur cahier des charges. Et c'est là tout l'enjeu. Aujourd'hui, Marisol Touraine promet un système le plus simple possible. Un rapport précisant les modalités de mise en œuvre du tiers payant sera remis d'ici 1 mois. L'assurance maladie et les quelques 400 assureurs complémentaires auraient même déjà trouvé un compromis.
Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Laurence Cohen, bonjour, vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. J'accueille également Jean-Paul Ortiz, bonjour, vous êtes président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Frédéric Bizard est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes économiste spécialisé des questions sociales dont la santé et auteur du livre Politique de santé, réussir le changement aux éditions d'Uno. Merci d'être avec nous. Laurence Cohen, vous aviez soutenu, on s'en souvient, ce dispositif supprimé par les sénateurs de généralisation du tiers payant. Alors comment accueillez-vous cette censure partielle du Conseil constitutionnel? Écoutez, à la fois j'avais soutenu ce dispositif comme l'ensemble de mon groupe, mais en même temps j'avais montré les limites de ce dispositif et d'abord je veux affirmer qu'aujourd'hui le tiers payant, il est pratiqué par les centres de santé. Et que selon un rapport de l'IGAS, chaque dossier coûte 3,50 € au centre de santé. Donc j'avais déjà signalé ça dans le débat parlementaire. Et puis j'avais souhaité qu'il y ait un guichet unique, que ce soit la sécurité sociale qui prenne en charge, pour qu'après, effectivement, elle puisse se retourner vers soit les complémentaires, soit les patients pour avoir rentré dans les fonds. Vous n'êtes pas surprise que cette disposition ait été censurée par les je ne suis pas surprise. Après, je pense que ça pose d'autres problèmes qu'on va aborder ensemble. Je ne vais pas donner mes propositions. Je crois que c'est dans un dialogue. Mais ça n'est pas surprenant. Et en même temps, c'était une mesure qui aurait pu être non censurée si la ministre avait été plus à l'écoute des remarques qu'on avait pu lui faire. Jean-Paul Ortiz, au contraire, on imagine la satisfaction des médecins libéraux après cette censure. Vous aviez été en grève pendant de longues semaines contre ce projet de loi. C'est une sorte de revanche des médecins. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est une demi-victoire. Pourquoi je dis une demi-victoire? Parce que le Conseil constitutionnel a donné raison aux médecins libéraux qui avaient dénoncé ce dispositif, en particulier par l'arrivée des assureurs complémentaires en créant un lien financier direct entre l'assureur complémentaire et le médecin. Et nous n'en voulons pas, et nous n'en voulons pas. Il n'en reste pas moins vrai que le dispositif dans son ensemble pour l'assurance maladie obligatoire est maintenu et nous dénonçons ce dispositif parce que nous pensons qu'y compris avec l'assurance maladie obligatoire, il s'agit d'un dispositif qui va être difficile à mettre en œuvre aujourd'hui parce qu'il y a des erreurs, parce qu'y compris sur la partie tiers payant social que nous soutenons et que nous pratiquons, il y a aujourd'hui des actes qui ne sont pas réglés par l'assurance maladie obligatoire. Donc il faut absolument régler l'ensemble de ces problèmes-là. Nous sommes contre cette obligation. Nous pensons que le tiers payant doit être un tiers payant social qui doit être laissé à la discrétion du médecin. Frédéric Bizard, on a entendu la ministre de la Santé, Marisol Touraine, minimiser finalement cette censure du Conseil constitutionnel. Elle promet un système simple qui va, dit-elle, devenir un réflexe. Est-ce que le système peut devenir simple au moment où ce tiers payant va rester partiel ? Il n'y a pas simplement la simplicité du système. Il y a le fait que si on veut mettre un tiers payant généralisé dans le système, il faut s'assurer qu'on ne change pas les principes du système sur la liberté de choix du patient, sur l'indépendance professionnelle des professionnels de santé, sur les aspects solidaires du système, etc. Donc, ce que j'avais attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas dire que ça va passer comme une lettre à la poste. D'abord, on n'a pas garanti, et là c'est une grande négligence des pouvoirs publics, ce qu'a dit d'ailleurs Mme Cohen, on n'a pas garanti la faisabilité technique et financière du système. Il n'y a pas eu de financement d'apporter et la faisabilité technique, on attend toujours de voir. Je rappelle qu'un tiers payant est relativement facile à mettre en place dans un système de payeurs unique. Ce qui est le cas en Angleterre, ce qui est le cas aussi en Allemagne. On prend toujours les exemples, mais dans ces systèmes à payeurs uniques. Mais nous sommes dans un système à payeurs multiples. C'est-à-dire que pour une consultation, vous avez une assurance maladie plus une complémentaire santé qui le fait. Vous avez 86 opérateurs avec 14 régimes d'assurance maladie. Donc ce n'est même pas simple pour l'assurance maladie. Le Conseil constitutionnel a considéré que ça pouvait être viable, mais enfin, ça reste à voir. Mais alors, concernant les complémentaires santé, vous avez 600 opérateurs dans 3 familles qui fonctionnent de façon différente, avec des codes différents. Donc, on était en pleine, je l'ai écrit dans le livre que vous avez cité, on est en pleine utopie financière et pratique. Et pour ces raisons-là, j'avais dit que le tiers payant généralisé ne verrait jamais le jour. Donc, si on veut, et c'est un débat sur le fond qu'on peut avoir,
avoir, si on veut le tiers payant généralisé, il faut repenser l'organisation, la structure de notre système de financement, ce que j'appelle d'ailleurs de mes voeux, pour notamment avoir un payeur unique par acte. Laurence Cohen, on sait aussi bien que cette mesure intervenait dans un contexte de plus en plus important où les gens renoncent à se soigner. Alors est-ce que quand même cette censure partielle va pouvoir permettre d'apporter une réponse à ces patients? Est-ce qu'il y a quand même du bon dans ce qui a été retenu par le Conseil constitutionnel? Tout d'abord, je vous remercie de resituer les patients au cœur. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 30% de patients renoncent à se soigner pour des problèmes financiers. Il faut aussi savoir qu'on a un vrai problème avec, et le tiers payant ne le règle pas, avec un certain nombre de soins. Je pense aux soins dentaires, je pense aux lunettes, je pense aux prothèses auditives. C'est pourquoi nous avons avancé une proposition d'un remboursement à 100% par la Sécurité sociale. Alors pas tout de suite, d'abord 80%, un 100% pour les moins de 25 ans, et puis évidemment avec d'autres financements, et nous avons fait des propositions. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les autres financements que nous proposons, mais ce sont des choix politiques qu'on doit faire et qui vont satisfaire les patients, à mon avis les praticiens et l'ensemble donc des usagers de la sécurité sociale. Voilà. Jean-Paul Ortiz, vous souhaitez réagir? Oui, je souhaite réagir et je remercie Mme Cohen de revenir sur l'aspect social et effectivement l'accès aux soins et le champ qui aujourd'hui pose problème dans ce pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont les 23 € de consultation chez un médecin généraliste qui posent problème? Bien évidemment, non. Et un rapport récent du Conseil d'analyse économique l'a bien montré, puisqu'on arrive à des restes à charge qui arrivent à des chiffres autour de plusieurs milliers d'euros, jusqu'à 5 000 €, dans un champ qui est autour de quoi? De l'optique, du dentaire, de l'audioprothèse et des franchises. Aujourd'hui, s'il y a des difficultés d'accès aux soins, c'est bien sur ces champs-là. Et je rappelle aussi que la CMU... Cette généralisation du tiers payant, ce n'était pas une réponse, selon vous, à ces difficultés d'accès aux soins? Marisol Touraine l'a présentée comme une réponse sociale à une difficulté d'accès aux soins et elle est passée à côté de la cible, qui est effectivement d'autres champs qu'elle n'a pas abordés. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous avez les populations les plus défavorisées, la CMU, la CMUC, l'aide complémentaire santé, qui bénéficient d'un tiers payant social et au-delà. Puisque alors que le champ CMU, CMUC, aide complémentaire représente à peu près 10% de la population, nous utilisons le tiers payant pour 35% des actes médicaux. Ça veut dire que les actes les plus coûteux sont faits en tiers payant. Ça veut dire que nous utilisons dans nos cabinets le tiers payant au-delà des populations pour lesquelles cela est obligatoire, parce que les médecins, ils connaissent leurs patients, ils connaissent les difficultés qu'ils traversent et ils sont tout à fait en capacité d'adapter à la fois l'attitude et la modalité de paiement aux problématiques qu'ils ont. Ouais, Frédéric Bizard, est-ce que vous partagez cette analyse, notamment bien sur la finalité de ce tiers payant généralisé tel qu'il était présenté par l'exécutif? Oui, on sait que les renoncements aux soins ne sont pas liés ne sont pas dans le domaine des consultations médicales. Ils se concentrent sur les dentisteries, prothèses dentaires et puis l'optique. Mais il faut juste rappeler quelque chose, c'est que vous avez une particularité dans notre système de financement, c'est que vous avez une hyper-concentration de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, sur de moins en moins d'adhérents du fait de la montée en puissance de la dépense des maladies chroniques. C'est 2/3 des dépenses d'assurance maladie qui reposent sur 10 millions de personnes. Mais ce remboursement à 100% d'une affection de longue durée est un système, on va dire assez franco-français, mais formidable, qui a véritablement et qui est à la base de la force de la solidarité de notre système. Donc moi, je pense qu'il faut le conserver. Par contre, ça entraîne que vous avez 1 € sur 2 dans les soins courants, en dépenses de ville, qui n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc il faut rendre le système qui était prévu dans les années 50 comme un système de mutualisation des restes à charge pour quelques milliers de Français et qui devient un deuxième système de financement à part entière pour l'ensemble des Français. Il faut rendre ce système à la fois efficace, équitable et relativement peu coûteux. Or, c'est exactement l'inverse. Donc le problème se situe dans l'organisation, pas dans les assureurs financiers,
pas dans les financeurs privés en particulier, mais dans l'organisation de ce système qu'on appelle le complémentaire santé, à mon avis, qui doit devenir un système de supplémentaire santé. Justement, pour simplifier le système, il faut que vous ayez un payeur unique par soin. Donc, le tiers payant généralisé, et le Conseil constitutionnel le dit, est absolument inopérant dans cette espèce de bric-à-brac qu'on a créé dans notre système de financement. Donc, si on veut un tiers payant généralisé, parlons-en, mais simplifions le système, rendons-le efficace, et il faut, ce sera mon mot final, il faut réguler ce système de 35 milliards d'euros qui est une vraie jungle, qu'on appelle les complémentaires santé, et qui tire profit de cette jungle-là aux dépens des assurés. Vous avez raison, madame, c'est avant tout la question des assurés qu'il faut défendre. Mais croyez-moi, ce tiers payant généralisé n'aurait certainement pas réglé ça. Et dernier mot, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que Marisol Touraine a exclu toute nouvelle législation, tentative mais parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de solution. Alors, notamment sur cet aspect des complémentaires santé, Laurence Cohen. Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, justement. Et je l'ai proposé là, c'est-à-dire 100% pris en charge par la sécurité sociale, en commençant d'abord par 80%. Pour ça, vous allez me dire, c'est pas Yaka Faucon. Il faut des financements. Et nous proposons des financements. Si simplement nous appliquions la loi dans ce pays, je vais parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. 52 milliards d'entrées pour les caisses de la sécurité sociale. J'applique simplement la loi, ce qui est quand même le minimum. Si on taxait les profits financiers au même taux que les cotisations patronales, vous auriez à peu près entre 87 et 90 milliards d'euros. Là encore, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si on tenait compte au niveau des cotisations patronales de la politique que mènent réellement les entreprises en faveur de l'emploi, en faveur des salaires, en faveur du développement économique, eh bien, à ce moment-là, donc, en modulant leurs cotisations, là encore, on aurait finalement une politique vertueuse qui permettrait une entrée financière au niveau de la sécurité sociale et pas effectivement de faire entrer des complémentaires santé où on sait très bien qu'il y a un certain nombre de patients qui ne peuvent pas y avoir accès. Et c'est pas seulement parce qu'effectivement, il y a une aide, il y a les CMP, CMU, excusez-moi. CMU, ça c'est la déformation de la sénatrice. Du parlementaire. Oui. Voilà, CMU. Mais aujourd'hui, il y a des patients en dehors de ces processus qui vont aider, etc., qui sont en grande difficulté. Et ceux-là, ils ne vont pas pouvoir avoir une complémentaire qui va leur permettre de répondre à leurs soins. Est-ce que vous redoutez aussi la réaction de certains patients à qui on a expliqué pendant toute la durée de l'examen de ce projet de loi qu'ils n'auraient plus à avancer les frais de santé? Comment cette mesure va être finalement acceptée? Vous savez, les patients comprennent parfaitement la difficulté de la vie quotidienne. Tout à fait. Ils comprennent parfaitement la difficulté de la vie quotidienne de leur médecin. Pourquoi? Parce que la mise en place du tiers payant, y compris sur la partie obligatoire, va nous amener à passer beaucoup de temps sur de la paperasserie, à vérifier que nous avons été réglés, si on a été bien réglé par les différents organismes. Et ne parlons pas des assureurs complémentaires. Avec 800 assureurs complémentaires, c'est ingérable. Madame Cohen l'a reconnu tout à l'heure, 3,50 € par acte. Comment voulez-vous qu'à 23 € la consultation chez le médecin généraliste, on puisse imaginer d'avoir ce type de marge pour pouvoir régler la problématique du tiers payant? Je voudrais quand même profiter ici pour dire que seul un tiers des médecins généralistes ont une secrétaire. Les 2 tiers des médecins généralistes n'ont même pas de secrétaire pour les accompagner dans leur activité quotidienne, dans leur cabinet. Voilà l'état de la médecine libérale aujourd'hui. Elle va mal, elle souffre. Nous passons notre temps à faire de la paperasserie et ce que nous voulons, c'est passer du temps à soigner nos patients parce qu'ils en ont besoin. On a des populations de plus en plus âgées, polypathologiques, des populations qu'il faut maintenir à domicile le plus longtemps possible pour éviter le recours à l'hospitalisation, qui est un recours qui est coûteux pour la collectivité et pas toujours très adéquat. Et les défis que nous devons relever, ce sont ces défis-là. Il faut que la médecine libérale ait les moyens de maintenir à domicile ces populations les plus âgées. Et franchement, le tiers payant, c'est encore une épine dans le pied qui va nous faire passer du temps sur des papiers que nous ne voulons pas passer et nous voulons nous consacrer à nos patients. Ouais, si on devait conclure, Frédéric Bizard, sur ce débat. Je crois que si on veut être réaliste, je veux bien qu'on suggère de renforcer, d'augmenter les dépenses publiques de santé, mais je crois que c'est pas là le problème. Et d'abord, pour peu qu'on puisse le faire dans l'état actuel, les dépenses publiques, on ne dépense pas, c'est
pas qu'on ne dépense suffisamment ou c'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on dépense mal. Il faut réallouer, et pour ça il faut faire une réforme d'envergure de notre système de santé. Il faut réallouer les ressources là où elles doivent être dépensées dans le 21e siècle. Et c'est pas au même endroit qu'au 20e siècle. Là, au 20e siècle, c'était principalement des dépenses hospitalières et on a eu le meilleur système de santé au monde parce qu'on avait un système hospitalo-centré. Aujourd'hui, il faut déshospitaliser le système. Il faut donner plus de moyens à la médecine ambulatoire. Donc il faut faire juste l'inverse de ce qu'on est en train de faire, de ce que fait la loi santé, qui en fait a réhospitalisé le système, enlève du pouvoir aux acteurs de terrain. Pourtant, modernisation de notre système de santé. Mais donc c'est ça. Vous avez 3 sources, ce sera mon dernier mot, 3 sources de surdépenses. C'est l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'hôpital. Moi je suis un ardent défenseur du CHU, mais il faut repositionner le CHU sur l'excellence, là où il doit être. Vous en avez sur des surdépenses administratives, parce que je l'ai dit, on a un système très complexe, 15 milliards d'euros de dépenses administratives. On est le système de loin le plus coûteux administrativement. Et puis on a une surdépense sur les patients chroniques, parce qu'on n'a pas suffisamment structuré les parcours de soins. Et malheureusement, les mesures qui sont prises vont à l'encontre de régler ces 3 sources de surdépenses. Donc je vous assure qu'en réallouant mieux les ressources, on peut retrouver une dynamique très forte. Laurence Cohen. Oui, simplement, je veux dire que non, on ne recentralise pas sur l'hôpital, puisque aujourd'hui, il y a des groupements hospitaliers de territoire, au contraire, qui suppriment des services, qui regroupent des établissements. Et la problématique, c'est de trouver, le problème, c'est de trouver de nouveaux financements, ce que je viens d'énoncer. Par ailleurs, moi, je suis tout à fait favorable, effectivement, à développer une médecine ambulatoire, parce que c'est important, et d'avoir un vrai lien entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, et ça, vraiment, sans aucun souci. Mais pour avoir une médecine ambulatoire qui fonctionne, eh bien, ça demande tout un réseau, justement, et un réseau de ville avec des médecins, avec des professionnels de santé, avec... il y a un vieillissement aussi, il manque aussi un certain nombre de spécialistes, il manque des médecins, il y a toujours le numerus clausus qui sévit, y compris dans les professions paramédicales. Donc, il y a des choses à revoir de manière fondamentale. Merci Laurence Cohen, merci Jean-Paul Ortiz, merci Frédéric Bizard d'avoir participé à ce débat. La France pour la vie, Laurence Cohen, c'est le titre du livre de Nicolas Sarkozy qui sortira lundi en librairie. Entre inventaires et propositions pour l'avenir, l'ancien président fait son mea culpa. C'est un livre qui ne manque pas de faire réagir. Écoutez ses réactions et on se retrouve juste après pour le décryptage d'Oriane Mancini. Son problème, c'est tout ce qu'il n'a pas fait, qu'il reconnaît aujourd'hui. C'est-à-dire supprimer l'ISF, baisser 35 heures, enfin supprimer 35 heures. Il a raison quand il dit qu'il n'a pas fait assez sur les choses qui étaient positives ou qui auraient été positives ou qui auraient été bonnes. Alors après, est-ce qu'il suffit de dire je me suis trompé à peu près sur tout pour avoir raison à peu près sur tout? C'est ça la grande interrogation. Et pour ma part, j'attendrai naturellement de voir et de lire. Moi, ce que j'espère, c'est que ce n'est pas un roman. C'est que c'est un livre sincère, c'est que c'est un livre qui doit lui permettre de poser de nouvelles bases. Mais en tout cas, voilà, moi je le lirai avec attention. Les états d'âme de gens qui ont mal gouverné la France, qui ont créé des millions de chômeurs, qui ont été corrompus pour certains, tout cela ne m'intéresse pas. En tout cas, je suis Rayon convaincu... des souvenirs? Comment? Au rayon des souvenirs? Au rayon, oui, des souvenirs et au fond de la bibliothèque, ça finira chez les bouquinistes sur les quais de la Seine. Alors... Oriane Mancini, bonjour. Alors, ça fait 4 ans bien qu'on attend que Nicolas Sarkozy finalement fasse l'inventaire de son quinquennat. Et oui Delphine, 4 ans, il aurait fallu attendre 4 ans pour que Nicolas Sarkozy fasse cet inventaire. Un inventaire tout d'abord sur la forme. Il sait, Nicolas Sarkozy, que l'élection de 2012 s'est jouée sur un anti-sarkozysme, sur le rejet de sa personne. Il tente donc d'y remédier et fait un véritable mea culpa, notamment sur les 2 sujets qui ont marqué son quinquennat au fer rouge. Tout d'abord, le Fouquet, c'est le yacht de Bolloré, une erreur de jugement incontestable. Le symbole se révéla caricatural, dit-il. Et puis Delphine, un deuxième sujet, le fameux « casse-toi pauvre con ». Une bêtise que je regrette encore aujourd'hui. En agissant ainsi, j'ai abaissé la fonction présidentielle, dit-il. C'est un inventaire sur le fond également, Oriane. Oui, sur le fond, Nicolas Sarkozy, qui en 2007 voulait être l'homme de la réforme, eh bien il reconnaît qu'il n'est pas allé assez loin dans ce domaine, notamment sur 2 sujets, les 35 heures et l'ISF. J'aurais dû aller au bout plutôt que de les contourner. Et puis il revient également sur ce fameux discours de Grenoble. Il aurait fallu que j'aille plus loin. J'ai sans doute commencé à biaiser, à trouver des compromis, d'une certaine façon à reculer. Mais bon, Nicolas Sarkozy, Delphine, se distribue quand même des bons points. En 5 années, nous n'avons jamais cédé à la rue. Et puis, sur le débat qui est actuellement sur toutes les lèvres, celui sur la déchéance de nationalité, eh bien, l'ancien président de la République rappelle qu'il a proposé
lui, dès 2010 et qu'en retour, il a été accusé de tous les maux par l'opposition. Une manière de souligner le revirement de François Hollande sur ce sujet. Alors, quelles sont les propositions formulées par Nicolas Sarkozy et pour l'avenir dans ce livre? Oui, car s'il tente de faire table rase de son passé, c'est bien sûr pour mieux préparer l'avenir. Il fait donc des propositions, un référendum sur une nouvelle politique d'immigration si le débat parlementaire s'enlise. En matière économique, il propose la suppression de l'ISF et une baisse immédiate de 10% des impôts. Et puis une proposition sur le temps de travail où, selon lui, la liberté doit devenir la règle. Et puis Delphine, un revirement plus surprenant sur le mariage pour tous. Il annonce qu'il n'y touchera pas et qu'il assume. Alors pourquoi cet inventaire maintenant La stratégie de Nicolas Sarkozy depuis son retour, c'est d'être celui qui impose le tempo afin de ne pas se laisser distancer par ses concurrents. Et à l'heure actuelle, la bataille chez les Républicains, elle n'est pas sur le terrain des idées, mais sur le terrain des livres. Alain Juppé et François Fillon ont publié les leurs. Bruno Le Maire s'apprête à le faire. Nicolas Sarkozy ne pouvait pas donc rester absent de cette course. De ses rivaux à la primaire, il en parle. Dans ce livre, il en parle, mais pas pour les tacler, loin de là, car l'autre partie de la stratégie de Nicolas Sarkozy, c'est d'apparaître comme celui qui rassemble son camp. Il a donc des propos laudatifs sur Alain Juppé, sur François Fillon. Mais Delphine, il ne peut s'empêcher quelques piques en faisant notamment remarquer la différence d'âge qu'il a avec Alain Juppé, le tempérament complexe de François Fillon. Et en reconnaissant ses erreurs, Nicolas Sarkozy, il coupe l'herbe sous le pied de ses adversaires. Et même s'il a beau écrire que ce livre n'est pas une déclaration de candidature, la dernière fois qu'il a écrit un livre de la sorte, c'était en 2006. Et un an après, il était à l'Élysée. Merci beaucoup, Oriane. Et je rappelle la principale information, vous en parliez dans le débat sur la révision constitutionnelle. On a appris que l'état d'urgence allait être prolongé de 3 mois. C'est Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris, qui l'a redit à sa sortie. Un entretien avec François Hollande sur ce sujet. Le Grand Paris a un président. Patrick Ollier, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, a été élu à la tête de cette métropole qui a vu le jour le 1er janvier 2016, mais que Valérie Pécresse entend pourtant supprimer. Explication Marie Brémaud et Jordan Klein. C'était l'unique candidat et sans surprise à une très large majorité, Patrick Ollier est devenu aujourd'hui le premier président de la métropole du Grand Paris. Patrick Ollier, ou l'homme du consensus. C'est la première fois que dans une métropole de ce style, il y a une gouvernance partagée entre tous les différents partis et qui se sont mis d'accord pour mettre leur clivage politique en arrière et mettre en avant l'intérêt général des 7 millions d'habitants qui sont dans le périmètre de la métropole. C'est en cela que c'est historique. Anne Hidalgo hérite ainsi de la première vice-présidence. Élus de gauche et de droite unis aujourd'hui pour défendre cette nouvelle collectivité naissante alors que la métropole est déjà attaquée. Les premiers coups de griffe viennent de la région qui se sent menacée. Valérie Pécresse demande tout simplement la suppression de la métropole. Réponse cinglante du tout nouveau conseiller métropolitain, Luc Carvounas. Moi, je constate juste l'interview de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, dans un quotidien ce matin, qui n'a de cesse de dire haro sur la métropole du Grand Paris. On voit, ma foi, dans ce type de prise de position qu'elle a peu d'expérience en matière de collectivité territoriale et locale, mais visiblement, elle va apprendre. La guerre des collectivités a bel et bien démarré et à chacun sa vision du millefeuille territorial. Moi, je suis de ceux qui pensent que les départements, aujourd'hui, avec l'arrivée de la métropole, doivent être mis en question avec les intercommunalités qui viennent se greffer finalement à la région. Ça, c'est un peu l'erreur originelle de la création de la métropole sans la disparition des départements. Mais on y viendra. Région, métropole, département, commune, intercommunalité. Pour la clarté des compétences et la simplification du millefeuille territorial, il va falloir encore attendre un peu. Et dans notre multiplex, on retrouve Tam Tranui pour faire un dernier point sur le projet de loi biodiversité et notamment sur la question, je le disais, Tam, des néonicotinoïdes. Alors qu'a décidé le Sénat ? Eh bien, les sénateurs ont décidé d'encadrer l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes conformément aux recommandations de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Ils ont décidé d'encadrer et pas d'interdire. Pour rappel, les députés, lors de l'examen du texte, étaient allés beaucoup plus loin puisqu'ils avaient décidé d'interdire l'utilisation de ce type de pesticides. Interdiction qui a été ensuite retirée lors de l'examen en commission au Sénat. Sachez que lors du débat cet après-midi, il y avait de très nombreux amendements pour rétablir interdiction, mais c'est donc cet amendement beaucoup plus modeste qui a été adopté. Sachez que les pesticides néonicotinoïdes sont extrêmement dangereux pour de très nombreux insectes, notamment les abeilles, un insecte pollinisateur essentiel pour la biodiversité.
Merci beaucoup Tam. Tout de suite, retour sur les temps forts des travaux parlementaires cette semaine. Un best-of réalisé par Saveria Rojek. Nous abordons là l'article central qui est au cœur de cette œuvre législative, puisqu'il s'agit de la création de l'Agence française pour la biodiversité. C'est un article fondateur, c'est l'un des plus importants de la loi. Il a été abondamment travaillé par vos commissions. Il a fait l'objet aussi de très longs débats à l'Assemblée nationale, à la fois sur les objectifs de l'agence, qui prend d'ailleurs un écho tout à fait particulier après la COP 21, puisqu'elle doit permettre aussi de faire face, mieux que ce n'est le cas aujourd'hui, aux conséquences du changement climatique, ses conséquences dramatiques sur la biodiversité, en évitant les doublons et en se concentrant sur ses missions prioritaires. D'autre part, c'est une agence qui rassemble les réseaux de chercheurs, de scientifiques, de compétences sur le domaine de la biodiversité, donc qui va constituer aussi une force d'intervention, une force d'expertise, une force de conseil, une force d'action pour entraîner l'ensemble des territoires, des filières économiques, des associations vers la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et je voudrais vous remercier déjà pour tous les travaux précédents que vous avez faits, les nombreuses auditions auxquelles vous avez procédé. Je voudrais aussi saluer tout le travail qui a été fait par rapport à la place des Outre-mer dans cette agence de la biodiversité et je me réjouis du débat que nous allons avoir à l'instant pour la demi-heure qui suit et sans doute même davantage parce que je sais que c'est une œuvre complexe mais je crois que c'est une œuvre aussi qui est regardée à la fois au niveau européen et puis bien évidemment lorsque les choses seront acquises qui pourront être valorisées au niveau international. Madame Didier, vous m'avez demandé la parole sur l'article. Oui, Monsieur le Président, tout simplement parce que je n'ai pas d'amendement sur cette partie du texte et je souhaitais tout de même m'exprimer, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article constitue le cœur du projet puisqu'il crée l'Agence pour la biodiversité. Rassembler au sein d'un opérateur unique l'ensemble des opérateurs de la biodiversité a été vu au fil du temps comme une évidence. Et ça date pas d'hier, ça date des moments du Grenelle. Donc, au fur et à mesure, l'ensemble des parties prenantes s'est convaincu que c'était la meilleure solution. 2 rapports ont été remis pour préfigurer ce que serait cette agence. Le dernier en date a été remis le 25 juin dernier, alors même que le projet de loi était déjà en cours de navette. Qu'en retenir à ce stade? Nous partageons pleinement la démarche. Le vivant est un tout. Pour autant, des questions restent posées et elles sont de 3 ordres, de notre point de vue. Il y a bien évidemment la question des moyens que nous avons évoquée lors de la discussion générale. Il faudra que ça évolue. L'AFB ne peut pas faire mieux et plus si son budget n'est que l'addition des budgets des structures existantes. Traduire cette ambition pour la biodiversité demandera donc plus que des effets d'annonce, mais des engagements concrets tant en matière de moyens financiers que de moyens humains. Donc l'effort reste à venir. Deuxièmement, la composition de cette agence. Je salue ici l'effort fait par notre rapporteur, par l'ensemble des collègues, le président, pour clarifier cette composition et qu'on s'en tienne à la création de différents collèges. Le modèle pléthorique proposé initialement n'allait pas avec la dimension opérationnelle qui doit être celle de l'agence. Et donc, la solution trouvée par le rapporteur me semble un bon équilibre. Troisième série de questions, l'organisation territoriale de l'agence. Nous pensions qu'il était nécessaire de prévoir des délégations territoriales. C'était le sens de notre amendement. À nos yeux, ces délégations doivent se faire sur un modèle de déconcentration et non de décentralisation. Je m'explique. Là, nous sommes sur des compétences régaliennes et il est normal que l'État ait aussi ce regard et que ce soit supervisé par l'État. En tout cas, c'est notre point de vue. L'intervention et la responsabilité de l'État en la matière de biodiversité doit être affirmée et assumée. C'est d'ailleurs l'État qui en répond devant l'Europe et non pas forcément délégué aux régions. Des partenariats, des coopérations, certes, mais une responsabilité qui reste celle de la nation. Je le répète, c'est notre vision. Il est nécessaire d'affiner ce que seront ces délégations territoriales. Et Madame la Ministre a fait des propositions en ce sens. On verra bien. Peut-être ne pas s'en tenir à l'expérimentation ou en tout cas passer rapidement à l'exécution, mais la lumière sortira sans doute de nos débats, comme toujours. Voilà les éléments que je souhaitais affirmer et je voudrais dire
À ce stade, oui, je vais conclure. Concluez. Mais je n'interviens plus du tout, je vous le rappelle, Monsieur Oui, le Président. mais Madame la Ministre, vous avez parlé de travail, de beaucoup de travail. Et je voudrais souligner cet aspect des choses. Nous avons énormément travaillé depuis quelques mois et ce serait dommage que tout ce travail, qui a été un travail de concertation et d'approfondissement, ne soit pas récompensé. Je vous remercie. Très bien. Alors, nous passons à la discussion des amendements. Avec le 618, qui est un amendement de coordination. Monsieur le rapporteur, le 618. Coordination, pas d'objection, il est adopté. Le 536 rectifié n'est pas défendu. Le 273 rectifié, Madame Bonnefoy, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Mes chers collègues, le présent amendement vise à intégrer dans les missions de l'AFB un rôle d'information et de conseil sur l'utilisation des produits phytosanitaires. En effet, les missions actuelles de cette agence visent à contribuer à la préservation et la gestion de la biodiversité, au développement des connaissances ou encore à une gestion durable des eaux en lien avec des personnes publiques et privées qui y contribuent. À la croisée de toutes ces thématiques, nous trouvons la question de l'usage des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ce sujet occupe une place majeure dans les débats de la société, dans les préoccupations des Français, mais aussi dans les différents textes de loi que nous pouvons examiner. Dans ce cadre, le gouvernement a initié de nombreuses démarches en faveur d'une réduction et d'un usage plus raisonné des pesticides en France, le plan éco-phyto, le certifito ou encore la création des GI2E, qui sont autant de mesures qui visent à engager davantage notre agriculture dans l'agroécologie. Dans ce cadre, donc, il semble indispensable de prévoir que la future grande agence française de la biodiversité créée par ce texte ait un rôle de conseil et d'information sur l'utilisation de ces substances qui sont directement en lien avec notre biodiversité. Je précise dès maintenant que le présent amendement n'impose rien. Il prévoit seulement que l'AFB pourra diffuser des informations auprès des personnes publiques et privées avec lesquelles elle travaillera. Il se peut d'ailleurs que ce soit ces personnes qui la sollicitent à ce sujet. Cette mission viendra ainsi en complément du travail mené actuellement par différentes structures, que ce soit au niveau national et scientifique comme l'ANSES ou indirectement auprès des agriculteurs comme les chambres d'agriculture ou les coopératives agricoles. Je pense que c'est un amendement de bon sens. Il serait en effet impensable que l'AFB ne puisse pas agir sur ces questions. De plus, il s'inscrit totalement dans les démarches déjà engagées par le gouvernement ainsi que par le monde agricole qui a pris conscience de la nécessité de modifier certaines pratiques. J'espère en conséquence que cet amendement sera soutenu sur tous les bancs de notre Assemblée. Monsieur le rapporteur. C'est un avis favorable, Monsieur le Président. Un amendement un peu identique avait été rejeté en commission car il prévoyait d'évaluer l'impact sur les nappes phréatiques. La rédaction présentée par Madame Bonnefoy est plus intéressante. Beaucoup d'entre vous l'ont constaté, les agriculteurs sont demandeurs de ces conseils et de cette aide. Ils ne refusent pas d'agir face aux pollutions chimiques. Au contraire, ils veulent être soutenus pour faire évoluer leurs pratiques dans de bonnes conditions pour eux et pour leur production. Je crois qu'un tel appui est attendu et je vous rappelle que les pesticides sont dévastateurs pour l'état de nos cours d'eau. N'oublions pas que l'Agence pour la biodiversité comprend en son sein, fusionne en son sein l'ONEMA. Donc c'était la vocation de l'ONEMA, ça doit être la vocation de l'Agence pour la biodiversité également. Merci. Madame la Ministre. Je vais suggérer le retrait de cet amendement qui est satisfait. En effet, les missions de l'agence prévoient bien la connaissance et la valorisation de l'information sur l'eau, le financement d'actions de lutte contre les produits phytosanitaires, donc le plan éco-phyto, la diffusion d'informations sur les bonnes pratiques. En revanche, l'agence n'a pas vocation à se substituer aux organismes de conseil agricole, mais elle a bien, comme je viens de vous le dire, la compétence sur la question de l'examen des produits phytosanitaires. Donc pour éviter des malentendus, je demande plutôt le retrait de cet amendement, sinon avis défavorable. Bonnefoy. Il est maintenu. Alors, je le mets aux voix s'il n'y a pas des... Ah, Monsieur Labbé, pour explication de vote. Oui, simplement pour dire au nom du groupe écologiste que si l'amendement méritait d'être posé sur les explications de Madame la Ministre, effectivement, le rôle de l'agence n'est pas jusqu'au Conseil puisque les organismes agricoles ont lieu de donner le conseil. Et tant que les produits phytosanitaires, notamment les plus dangereux, sont encore autorisés, on espère que rapidement ils ne le seront plus.
Pas d'autres explications de vote. Alors, je le mets aux voix avec un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à deux amendements identiques. Le 219 rectifié. Monsieur Antiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement concerne le domaine d'intervention géographique de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB. Il convient de préciser que la zone d'intervention de l'Agence française pour la biodiversité doit pouvoir porter sur l'ensemble des milieux marins, y compris les zones placées sous la juridiction de l'État, le domaine public maritime et le plateau continental. Cela est d'autant plus vrai que les parcs naturels marins peuvent déjà s'étendre sur ces espaces qui concentrent une part importante de la biodiversité marine. Alors je propose de compléter ainsi l'alinéa, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental. Merci. Monsieur Dantec pour le 315. Identique et déjà parfaitement défendu. Favorable, Monsieur le Président. Ça paraît tout à fait cohérent avec le champ de compétences de l'agence de pouvoir lui permettre d'exercer sur l'ensemble des milieux marins. Donc je pense que ces amendements doivent être soutenus. Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur, favorable. Donc je les mets aux voix avec deux avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. La semaine dernière, ma collègue Chantal Jouanneau vous interrogeait sur votre politique économique. Vous lui répondiez que le président de la République allait proposer un plan, proposer de nouveaux outils contre le chômage. Plan annoncé hier matin. Nous sommes tout sauf convaincus. Financer 500 000 formations supplémentaires, c'est moins de 1% du nombre de chômeurs. Déboucher sur un emploi, oui. Pour donner l'illusion d'une baisse du chômage avant les élections, ce serait totalement inacceptable. Il serait plus pertinent de réformer notre système de formation, horriblement complexe, coûteux et très peu réactif. Libérer l'organisation du travail dans les entreprises, oui. Mais aussi réformons ce droit du travail qui se retourne d'abord et avant tout contre les demandeurs d'emploi. Il faut plus de souplesse pour les entreprises. Il faut, par ailleurs, faire confiance aux régions. En 2015, le Sénat voulait confier au président de région le pilotage du service public de l'emploi. Vous y êtes opposé. Vous êtes également opposé à la régionalisation de Pôle emploi. Votre secrétaire d'État à la réforme territoriale y était pourtant favorable. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, allez-vous de nouveau changer d'avis et faire confiance aux régions plus proches des réalités et des acteurs? Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Qu'il faut former des demandeurs d'emploi dans notre pays? Qu'il faut mieux répondre à ces emplois non pourvus? On se compare toujours à l'Allemagne, mais en Allemagne, on forme 2 demandeurs d'emploi sur 10. En Autriche, on forme 4 demandeurs d'emploi sur 10. Et dans notre pays, on en forme 1 sur 10. Alors, en effet, nous souhaitons développer un plan de formation supplémentaire des demandeurs d'emploi. Et ce n'est pas un traitement statistique du chômage. Vous le savez particulièrement bien. Les demandeurs d'emploi qui seront formés ne disparaîtront pas des chiffres de Pôle emploi. Et l'enjeu, c'est justement pour challenger tout notre organisme de formation professionnelle, de partir des besoins des entreprises, de développer les préparations opérationnelles à l'emploi, de développer, comme l'a dit le président de la République hier, de passer de 8 000 à 50 000 contrats de professionnalisation pour que l'effort de formation des entreprises soit admis également dans ce cadre-là. Voilà quel est l'enjeu de ce plan. Le deuxième enjeu, c'est véritablement de soutenir la création d'emplois. Et pour ce faire, en effet, dans le temps du basculement du CICE en allègement de charges pérennes, l'objectif, c'est de mettre en place cette prime à l'embauche qui permet justement, non pas pour des entreprises qui sont en perte d'activité, mais à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, que des créations d'emplois puissent se faire de façon beaucoup plus massivement. Vous m'interrogez, et je vous le dis très sincèrement, tous les acteurs de l'emploi devront prendre leurs responsabilités. Le Premier ministre organisera un séminaire avec l'ensemble des présidents
de région, avec tous les partenaires sociaux, les représentants de l'État, à partir des besoins, bassin d'emploi par bassin d'emploi qui nous seront remontés. Et l'objectif, c'est de préparer ensemble la mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Enfin, vous le savez, le président de la République l'a dit hier, nous sommes ouverts à toutes les expérimentations et nous en discuterons à l'occasion de ce séminaire avec les présidents de région. Quand allez-vous renoncer en matière d'emploi aux vieilles recettes initiées par M. Raymond Barre il y a 40 ans? En effet, vous continuez et amplifiez les mesures qui ont montré leur inefficacité, les aides aux entreprises et les exonérations qui ne créent aucun emploi. Ce qui a été annoncé hier est une liste à la Prévert des mesures plus libérales les unes que les autres. Casse du Code du travail, remise en cause des 35 heures, plafonnement des indemnités prud'homales, mise en danger de l'indemnisation des chômeurs, tout y passe. Par contre, interdire les licenciements boursiers que la gauche sénatoriale a pourtant voté ici même en décembre 2011, vous n'y pensez même plus. Alors, Madame la Ministre, je vous répète ma question, allez-vous renoncer enfin à ces vieilles recettes? Je ne crois pas que vous puissiez dire que investir humainement dans la formation de 500 000 demandeurs d'emploi, ce soit des recettes libérales. Je crois justement qu'à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, qu'à un moment où la croissance sera meilleure en 2016 qu'elle ne l'a été en 2015. Je crois, au moment où le président de la République, la semaine dernière, a annoncé 3 milliards d'euros d'investissement public, notamment dans la rénovation thermique, je crois en effet que l'investissement humain en direction de ces personnes, pour qu'ils puissent ne pas se retrouver au bord du chemin et qu'ils puissent retrouver l'emploi, est un élément déterminant pour notre pays. Je crois que c'est bon aussi pour la compétitivité de notre économie que de qualifier des personnes. Nous sommes actuellement en train de parler du compte personnel d'activité. Ce compte personnel d'activité, c'est une mesure de progrès social. C'est une mesure qui considère justement qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise à l'âge de 18 ans pour en sortir à 60 ans, mais que notre expérience professionnelle va être faite de rupture et que l'enjeu, c'est d'attacher aussi les droits, non pas qu'au statut, mais attacher des droits justement aux personnes et qu'on puisse les utiliser. C'est ça aussi de construire un nouveau modèle social. Le statu quo, ces questions ne sont plus possibles dans notre pays. L'enjeu, c'est pas d'idéaliser le passé, c'est d'être en capacité, tous ensemble, à construire l'avenir. Quand nous prévoyons d'accompagner les demandeurs d'emploi à la création d'entreprises, c'est une chance pour eux parce que nous le savons que le taux de fragilité derrière sera bien moindre. Et les mesures qui ont été prises, le pacte de responsabilité, le CICE, je ne les considère pas comme des cadeaux aux entreprises. Je les considère justement pour mettre en œuvre un écosystème. Et la loi que je porterai, la loi travail, ne visera justement à mettre plus de négociations collectives parce que je crois au dialogue social et je crois dans la force des syndicats justement. Il y a naturellement une question qui peut se poser sur l'efficacité de l'état d'urgence et en particulier sur le fait que l'état d'urgence apporte-t-il dans les mesures qui peuvent être prises en vertu de l'état d'urgence plus que n'aurait pu apporter, par exemple, la mise en œuvre des lois existantes, c'est-à-dire la loi renseignement, la loi antiterroriste de novembre 2014 et tous les moyens nouveaux qui ont été mis en place depuis quelques années. Je dis ça simplement en exergue, je n'épiloguerai pas, ce n'est pas ma compétence, mais je pense que c'est aussi, quand on voit en quelque sorte les 3000 ou 3100 perquisitions d'un côté, et puis ensuite les mesures effectives, et notamment les mesures judiciaires qui en ont été tirées, la question mérite d'être posée. En ce qui nous concerne, bilan quantitatif des réclamations que nous avons reçues. Entre le 26 novembre et le 15 janvier 2016, nous avons reçu 42 réclamations concernant des mesures expressément prises au titre de l'état d'urgence. 18 saisines pour des réquisitions, pour des perquisitions, 11 pour des assignations à résidence, pour dire les deux gros paquets. Mais je dois souligner qu'en dehors des 42 réclamations concernant des mesures expressément prévues par l'état d'urgence, nous avons aussi reçu 11 réclamations qui sont liées
à des situations indirectes, à des situations indirectement liées avec l'état d'urgence. Nous avons par exemple eu, et j'en parlerai tout à l'heure, 4 refus d'accès à des lieux publics, dont par exemple l'exclusion d'une salle de cinéma, le refus d'accès à un collège d'une mère voilée, ou encore le refus d'accès à un commissariat, toujours dans le même cas, pour port de voile. Nous avons eu 2 interpellations, dont une suivie de garde à vue, une réclamation relative à 2 licenciements pour port de barbe, une mise à pied disciplinaire avec signalement d'un employeur en raison du surnom inscrit sur le casier de l'employé. Il avait écrit Calcal, c'est-à-dire le nom du fameux terroriste qui, il y a 20 ans, a été, vous vous en souvenez, pourchassé à Lyon. Une suppression de carte professionnelle, un refus de délivrance de passeport, un contrôle excessif à l'aéroport, une fouille de véhicule en violation du droit à la vie privée des passagers et une interdiction de sortie du territoire. C'est-à-dire que, j'aurai l'occasion d'en parler, on arrive et on prend des mesures en quelque sorte anodines de droit commun, interdire d'entrer dans une salle de spectacle, et on dit c'est l'état d'urgence. Voilà, c'est la marque qui permet de justifier en quelque sorte cette mesure. La répartition géographique des réclamations que nous avons reçues, c'est 15 de la région Île-de-France et plus particulièrement des 2 départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ensuite, nous avons eu 6 réclamations de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 5 de Auvergne-Rhône-Alpes, 4 du Nord-Pas-de-Calais, 3 d'Aquitaine-Limousin, 3 de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 de Champagne-Ardenne-Alsace, ou Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, plutôt, excusez-moi, Picardie, 1, Centre-Val-de-Loire, 1, Bretagne, 1, et d'Outre-mer, une réclamation qui nous vient de la Guyane. La plupart de ces réclamations sont encore en cours d'instruction, sauf celles où nous avons pu trouver une issue favorable par une sorte de médiation en réalité, soit une indemnisation, soit un aménagement des conditions d'assignation. Par exemple, cette personne, ce garçon qui ne pouvait plus aller suivre les cours au lycée, et à cause d'une assignation. Et nous avons, ça s'est arrangé, disons, avec la préfecture et l'établissement, et en l'espace de 24 heures. Et nous sommes donc en train d'instruire ces réclamations comme nous le faisons d'habitude. Ce qui est plus intéressant peut-être que le bilan quantitatif, mesdames et messieurs, c'est le bilan qualitatif. Quelles leçons tirons-nous de l'instruction, de la nature des réclamations et de l'instruction des réclamations telles que nous avons commencé à le faire? D'abord, en ce qui concerne les perquisitions, affaire qui fait l'objet d'une QPC, donc le Conseil d'État vient d'envoyer au Conseil constitutionnel, et dont le résultat, naturellement, ne manquera pas de vous intéresser dans la suite des débats, notamment constitutionnels. En ce qui concerne les perquisitions, les saisines portant sur le déroulement des perquisitions font état pour la plupart d'interventions de nuit, d'un dispositif policier massif, de dégradation matérielle du domicile, destruction de la porte d'entrée, saccage des lieux, destruction d'objets personnels, utilisation de menottes, violences physiques et verbales, notamment propos discriminatoires liés à la pratique de la religion musulmane, et présence d'enfants au cours du déroulement de l'opération. La Commission des lois et le Sénat tout entier ont quand même une tradition qui vise à la défense des libertés, et par conséquent, il va de soi que nous avons été très sensibles à vos propos. Et donc, je vous en remercie et nous allons vous libérer pour poursuivre notre ordre du jour. C'est
la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous sur Public Sénat. Et on se retrouve lundi à 16h30 pour un nouveau Sénat 360.